Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur les métiers de la culture. Nous irons à la rencontre d'Anna, collaboratrice en audiodescription, de Tatiana, collaboratrice en audiodescription et guide touristique, et de Grégoire, guide touristique. Bonjour Anna, vous faites de l'audiodescription et vous êtes directrice d'APIDV en Nouvelle-Aquitaine. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre maladie avant de nous parler de l'audiodescription, s'il vous plaît? Alors moi j'ai une maladie de Stargardt de type 3. Donc j'ai ma vue périphérique et ma vue centrale qui sont atteintes. C'est une maladie génétique, je l'ai depuis toute petite. J'avais une mauvaise vision, mais quand même une vision jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai perdu pas mal de mon champ visuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier concernant l'audiodescription ? Je suis collaboratrice à l'écriture d'audiodescription, c'est-à-dire que on travaille avec des auteurs qui écrivent les audiodescriptions, donc comment on fait image et comment on rend compte de ce qui se passe à l'écran pour les personnes déficientes visuelles. Quand l'auteur a écrit sa version audio décrite, moi je la vérifie, c'est-à-dire qu'il me passe le film ou la série et me fait l'audiodescription en live, et puis moi je l'arrête dès que je comprends pas, dès qu'il y a peut-être des corrections à faire, et c'est un travail en commun qu'on fait sur les films ou les séries. Et cela fait combien de temps que vous faites ça ? J'ai été formée en 2023. Donc j'ai commencé fin 2022 et début 2023 avec une formation qui a été faite par Retour d'Images. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à ce domaine de compétences ? En fait, moi je suis passionnée de cinéma depuis toujours. J'allais beaucoup au cinéma, je regardais beaucoup les films à la télévision. Et quand j'ai perdu beaucoup de vision, en fait j'ai totalement arrêté parce que j'étais très frustrée de ne plus pouvoir voir les images. J'ai redécouvert le cinéma grâce à l'audiodescription. Donc quand j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir faire cette formation, je l'ai fait tout de suite. Et puis ça correspondait aussi à mon travail de directrice, où on utilise l'audiodescription pour des expositions de photos, de peintures, pour les musées, pour des audioguides. Donc ça m'a beaucoup aidée dans mon travail auprès de l'association. Là, c'était vraiment la possibilité d'agrandir encore le spectre. Et puis, si on peut faire ça dans son travail, avoir ses passions ou ses centres d'intérêt, pouvoir les utiliser, les mettre en pratique, c'est super. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste justement votre travail ? Et est-ce que vous avez besoin d'une adaptation, de binôme en tant que malvoyante ? De toute façon, c'est avec l'auteur. Donc c'est évident qu'on a besoin de bons auteurs, de personnes avec qui on a aussi une connexion, parce que quand on fait des corrections, il faut arriver à se comprendre, à savoir ce que la personne veut dire en face. Donc l'adaptation, en fait, elle est assez naturelle puisqu'on travaille pour les déficients visuels. Le but, c'est de rendre compte de ce qui se passe à l'écran, des images, des intentions. Le but, c'est que les déficients visuels puissent voir un film en autonomie et puis échanger avec le public parce qu'on a tous vu la même chose. Est-ce que l'audiodescription actuellement en France est assez poussée ou que faudrait-il faire pour que ce soit le cas? Il y a de plus en plus de films et de séries qui sont audio décrites, mais pas toutes. Et donc voilà. on a quand même tout un spectre de documents dont on n'a pas accès. Ce qu'il faut aussi, je pense, c'est la formation qui est importante, la formation des collaborateurs à l'audiodescription et la formation des auteurs d'audiodescription. Parce que en fait, ça s'invente pas. Il y a des codes, il y a des manières d'écrire, des manières de lire l'audiodescription. Donc tout ça, ça passe par la formation. Si vous deviez donner un conseil à une personne malvoyante ou aveugle qui aimerait se tourner vers cette voie, quel serait-il ? Moi, le premier conseil, ce serait d'écouter beaucoup d'audiodescription et dans tous les genres possibles. Parce que moi, grâce à l'audiodescription, j'ai découvert ou redécouvert des genres cinématographiques qui ne m'intéressaient pas du tout.
C'est-à-dire? Et Pose je des sais questions, pas, par hein. exemple les gros blockbusters, type Marvel et tout, moi ça me parle pas du tout. Et ben, je me suis quand même forcée à en écouter et en fait on apprend beaucoup en écoutant des audiodescriptions parce que ou des gros films d'action. C'est hyper intéressant et ça enrichit aussi, notre travail. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à transmettre, hein, sur l'audio-description? Mon conseil, c'est, d'essayer de ne pas se mettre trop de limites. En fait, on en a assez avec, notre handicap visuel. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on peut faire ou pas faire, et donc de pas s'en rajouter. Si on a envie d'essayer une formation, si on a envie d'essayer un emploi, si on a envie d'essayer, un spectacle, et ben, autant, se lancer dans l'aventure. Donc ne pas se mettre des freins supplémentaires sous prétexte qu'on est handicapé visuel. Bah oui, parce que les autres nous en mettront toujours plus. Donc voilà, autant se créer les opportunités soi-même. Merci beaucoup pour votre témoignage, Anna. Et maintenant, nous allons à la rencontre de Tatiana. Bonjour Tatiana, au préalable, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre handicap visuel, s'il vous plaît. Alors moi, je suis aveugle depuis l'âge de 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous tourniez vers l'audiodescription? Total hasard. En allant à la bibliothèque, à la médiathèque exactement avec une amie, cette amie a eu une proposition de faire une formation pour l'audiodescription en tant que relectrice déficiente visuelle. Et cette amie m'a dit, mais alors toi aussi, tu peux venir passer le casting. Et donc, je suis venue passer cet entretien à retour d'image. Et depuis donc cette formation qui a lieu en décembre 2014, je suis relectrice pour l'audiodescription. Et en quoi consiste cette formation? Quand vous vous êtes présentée à l'entretien, qu'est-ce qu'on vous a demandé? À l'époque, on m'a demandé donc quel était mon niveau d'études, quel rapport j'avais au niveau artistique, au niveau cinématographique. Moi, j'ai essentiellement fait des études de philo, donc au niveau littéraire, ça c'était assez intéressant pour eux. Par contre, effectivement, au niveau culture cinématographique, à part ma culture personnelle et le fait d'avoir déjà vu effectivement des films et surtout de les partager aussi grâce à l'audiodescription a permis aussi d'avoir un intérêt pour la formation. Et moi, mon genre cinématographique préféré étant la science-fiction. Sans audiodescription, la science-fiction, on rate énormément de choses. Et vous avez vu des évolutions depuis ces dernières années, hein, avec l'audiodescription, parce qu'on sait qu'on est encore en retard. Qu'est-ce qui resterait à faire, selon vous, pour que ce soit banalisé? Alors, pour que l'audiodescription soit banalisée, il faudrait une obligation que chaque projection ait sa version audio-décrite, tout simplement. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'obligation, enfin, il y a une obligation légale, effectivement, pour les films français, mais il y a toujours une question, ça concerne les films avec tel budget, ça consiste après, pour les films qui n'ont pas du tout de budget, essayer de trouver des partenariats ou des financements. Il faudrait vraiment un petit peu plus d'application de la loi et d'application intelligente surtout. Comment ça se traduit en fait au niveau de votre planning? Il faut déjà savoir qu'être relectrice ou collaboratrice à l'écriture de versions audio décrites, ce n'est pas un travail à temps plein. Au mois de novembre, j'ai fait deux audiodescriptions. Enfin, j'ai relu 2 audiodescriptions. Alors, c'était Talon aiguille et Vermine, un film d'horreur. Et au mois d'octobre, je crois que j'ai eu 12 relectures. Donc, c'est vraiment un travail qui n'est pas du tout régulier. Et il faut vraiment savoir que ce travail est peut-être un complément à sa vie professionnelle. Parce que apporter de l'art et de la culture aux malvoyants et aux aveugles, on sait que malheureusement, ça n'est pas encore dans le quotidien de tous. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire quelque chose d'important? J'ai beaucoup de retours de déficients visuels, alors surtout qui perdent la vue et qui nous disent c'est un vrai plaisir de redécouvrir le cinéma et un plaisir de savoir que même en n'y voyant pas, en n'y voyant plus, on peut avoir
du plaisir à se refaire mentalement des images et que l'esthétique d'un film ou d'une série puisse nous être accessible. Le fait que quelqu'un qui ne voit pas puisse se questionner sur une écriture avant d'être diffusée à d'autres personnes qui ne voient pas, c'est d'abord d'apporter une qualité supplémentaire et de faire en sorte que le travail est valorisé. C'est-à-dire que finalement, on s'intéresse à un public déficient visuel. Oui, c'est un supplément d'âme. Vous êtes une guide touristique. Je suis guide touristique depuis peu. J'ai rencontré, grâce à un collègue, une personne qui s'appelle Basile Lambert, qui est directeur de l'Institut de tourisme pour déficients visuels. Et j'ai été diplômée donc, de l'Institut de tourisme en décembre 2021. Et j'ai travaillé, moi, sur les catacombes de Paris. Et le but, c'est de montrer qu'il y a des personnes non-voyantes qui sont guides touristiques et qui peuvent faire des visites à toute personne, c'est-à-dire à des personnes déficientes visuelles, mais pas que. Mon but en tant que guide touristique, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils ne voient pas. L'histoire des monuments, de par mon passif d'étudiante en philosophie. Oui, votre expérience. Voilà, ce que j'ai envie d'apporter, moi, en tant que guide touristique, c'est une réflexion sur les lieux et pourquoi les lieux peuvent nous amener à penser. Et ça fonctionne auprès du public malvoyant ou aveugle ? J'ai effectivement des demandes parce que c'est vrai que comme moi-même je suis déficiente visuelle, les personnes savent que je vais faire attention et que s'il y a quelque chose qu'ils peuvent toucher ou quelque chose qui va être important à décrire au niveau de la compréhension, c'est vrai que le public déficient visuel est assez intéressé par le fait que le guide comprenne leur attente. Donc, en termes d'attitude et de posture, vous êtes une guide touristique à part entière. Alors, avec effectivement des petites particularités, parce que j'ai des repères particuliers que je prends moi-même avec une canne blanche. Si je me rends compte que certaines personnes sont très angoissées, ce qui est arrivé une fois dans toutes mes visites, j'ai dit à la personne, mais écoutez, prenez-moi le bras et vous verrez qu'il n'y a pas de souci. Ça reste sympathique et bienveillant. De toute façon, pour partager une visite culturelle ou une visite historique avec des personnes, on est là dans la bienveillance et dans la transmission, quoi qu'il arrive. Merci en tout cas pour ce témoignage très fort. Et maintenant, nous allons à la rencontre de Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez comme maladie, comme handicap visuel dans un premier temps ? Alors oui, donc moi je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Voilà, donc c'est une maladie évolutive. Je voyais, j'étais malvoyant jusqu'à peu près 15-16 ans et puis petit à petit ma vue a baissé. Aujourd'hui je vois essentiellement la différence entre le jour et la nuit, un petit peu les ombres et les lumières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites ? Je suis donc guide de randonnée. Je propose un parcours et l'idée c'est que le guide est déficient visuel, donc ou malvoyant ou aveugle, et il guide tout le monde, toutes sortes de personnes, alors ou des voyants ou des DV. Mais voilà, l'idée c'est un peu d'inverser les rôles, c'est-à-dire que des personnes valides ou non valides sont guidées par un DV. Il consiste en une balade sur la coulée verte. Ensuite, on prend un morceau de la petite ceinture, puis on arrive au parc de Vincennes pour enfin finir au château. Alors, on va se mettre en condition. Moi qui suis malvoyante, si je vous contacte, comment est-ce que ça se passe ? Alors déjà, je suis joignable donc bien sûr par téléphone. Mon numéro est sur mes affiches, mais également sur Facebook, Grégoire Bouchetou. Et donc, une fois qu'on commence la rando, alors soit moi je m'adapte. Si je suis avec des personnes valides, ils marchent derrière moi. Si je suis avec des personnes DV, elles peuvent prendre mon bras.
Et puis pour les malvoyants, c'est pareil, c'est en fonction de la vue. Vous pouvez très bien prendre le bras du guide ou décider de marcher un peu derrière parce que vous avez envie d'être en autonomie. Par exemple, s'il y a des choses intéressantes à toucher, je peux vous prendre la main et vous montrer, par exemple, s'il y a une sculpture intéressante le long du parcours. Puis oui, il suffit de me suivre les yeux fermés. Voilà, c'est le cas de le dire. Dans le thème. Et donc on est guidé aussi. Alors c'est un plus en fait, c'est mon GPS sur lequel j'ai numérisé cette randonnée et donc qui nous indique les directions. Donc forcément, vous avez mis des repères en place pour ne pas prendre de risques et mettre les gens qui vous suivent en danger. C'est ça. J'ai pris des repères, alors certains qui sont même sur mon GPS, puisque donc quand on numérise, on peut également insérer des commentaires, par exemple... je sais pas, ça peut être attention sur la gauche, précipice de 100 mètres. Alors je vous rassure, c'est pas le cas sur cette randonnée. Et est-ce que vous avez fait une formation particulière pour être guide ? Tout à fait, j'ai fait une formation à l'ITDV. Donc l'ITDV, c'est l'Institut du tourisme pour déficients visuels. Donc un institut qui a été fondé il y a à peu près 3-4 ans, je dirais. Et donc à l'originalité de proposer effectivement à des personnes DV de devenir guide, soit guide de randonnée, soit guide touristique. Vous avez passé un diplôme de compétences à la fin de votre formation. Est-ce que c'est officiel ? Alors, j'ai une carte de guide de randonnée qui m'est fournie par l'ITDV. Mais le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Pas reconnu. Et comment est-ce que vous en avez entendu parler pour vous orienter sur cette voie ? Alors, j'allais en fait à l'AVH pour suivre un cours d'informatique. Et c'est mon prof en fait qui m'en a parlé totalement par hasard parce qu'on parlait, je sais plus, de voyage ou de randonnée. Et il m'a dit ah bah tiens Greg, tu sais que là, il n'y a pas longtemps, je viens de voir, il y a un institut qui a ouvert et qui enseigne à des DV comment devenir guide de rando ou guide touristique. Je croyais pas, j'ai dit bah attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est génial. J'ai appelé donc Monsieur Lambert qui a créé tout ça et qui est aussi mon professeur, qui a été mon professeur et qui continue d'ailleurs à me donner des conseils. Donc j'ai pris contact avec lui, j'ai commencé cette formation. Combien de temps a duré votre formation avant d'être sur le terrain ? Environ 2 ans et demi. En dehors des DV, que vous disent les valides ? Eux, en général, sont impressionnés et parfois, c'est marrant parce qu'ils ont bien plus peur que moi. Par exemple, quand on arrive à une traversée, attention, voilà, mais ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans la rue, donc mais je sens qu'ils se détendent en général au fil de la balade et j'ai toujours des très bons retours. À la fin, ils me disent que c'était extraordinaire, qu'ils vont en parler à des amis. Et le retour des déficients visuels, quel est-il ? Ils sont impressionnés aussi et souvent ça leur donne confiance. L'un d'entre eux m'a dit franchement j'ai adoré et ça va me pousser à sortir seul un peu plus souvent. Donc ça leur apporte, si je résume, de la confiance en eux. Ah oui, surtout l'envie de commencer à se déplacer en fait. Rien que ça, c'est énorme. Et vous, ça vous apporte quoi d'avoir fait cette formation ? Je dirais que ce que ça m'a apporté en plus, déjà c'est le fait d'avoir une activité, d'avoir quelque chose qui nous tient finalement, qui nous donne un rythme de vie. Le fait qu'on se lève le matin pour faire quelque chose, voilà, un but, mais également ne serait-ce que transmettre à des DV l'envie de sortir chez eux tout seul. C'est quelque chose d'énorme. Et si vous aviez des conseils à donner à un jeune ou à une personne en reconversion qui aimerait être dans le même secteur que vous, quel serait-il ? Alors moi je lui dirais de foncer, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Il faut avoir un côté aventurier, il ne faut pas avoir la peur du risque, il faut être sociable en général parce que forcément quand on guide des gens, c'est mieux.
Mais tout ça, ça se travaille, donc même des gens timides peuvent y aller. Alors la question que je voudrais également vous poser, vous êtes un aventurier, vous êtes un warrior. Si vous aviez la possibilité individuellement de vous rendre dans un pays étranger pour proposer des randonnées, quel serait-il ? Moi, j'aime l'aventure, j'aime le risque. Et j'ai un petit grain de folie. Donc, il y a plusieurs destinations qui me donnent envie. Alors, moi, je suis un passionné du monde arabe. J'ai appris la langue arabe. Donc, j'aimerais, je reviens d'Égypte, là où j'ai été pendant 3 mois et demi. C'est vrai que j'aimerais organiser des randos en Égypte. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous êtes hyper motivé. On vous souhaite le meilleur. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Grégoire. Merci aux invités pour leur témoignage et leur sincérité. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahui et présenté par Caroline Pilastre.